Alors, merci d'être présents ce matin, tous et toutes. Je me présente et avant de débuter aussi notre présentation, mes collègues présentateurs vont avoir la chance de le faire. Je suis Nadia Villeneuve, je suis bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte et des REL à l'Université Laval et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs dont je vais laisser la parole pour qu'ils se présentent. Alors, José Miguel, tu es le prochain sur ma liste. Oui, bonjour. Mon nom, ben, elle va dire que mon nom est Miguel Escobar et je suis dans le fond le bibliothécaire à l'Université de Sherbrooke et dans le fond, je suis aussi attaché au REL, donc moi je travaille aussi avec la Fabrique REL. Voilà. Merci. Sophie. Oui, bonjour à tous. Bonjour de Belgique. Donc, je suis Sophie de Potter. Je travaille à l'UC Louvain. Je suis conseillère pédagogique chargée de mission notamment sur l'éducation ouverte depuis maintenant 2 ans. Je suis ravie de participer au mois de l'éducation ouverte cette année. Voilà. Merci, Sophie. Après ça, j'ai Mélanie sur ma liste. Bonjour, je m'appelle Mélanie Roy, je suis bibliothécaire de liaison à l'UQAM et j'ai également des dossiers réels parmi mes tâches. Je suis contente de vous rencontrer ce matin. Merci, Mélanie. Et finalement, Héloïse, qui est la dernière de notre panel de ce matin. Si on peut dire panel. Bonjour à toutes et à tous, enchantée, je suis Héloïse Bozio, bibliothécaire en BU à Nantes Université et je travaille également avec la Fabrique REL de Nantes sur la question de l'éducation ouverte, comme beaucoup de mes collègues ici présents aujourd'hui. Merci, Héloïse. Je vais débuter mon partage et voilà, vous devriez voir ma présentation en mode présentateur. Je vous déplace un petit peu, donc je vais peut-être regarder à côté. Ce matin, on va essayer de vous aider dans la navigation de l'océan interminable des REL. Donc, on va regarder ensemble des astuces et stratégies de recherche. Comme vous pouvez voir lors de la présentation, donc on est plusieurs intervenants de différentes universités de chaque côté de l'océan. Le contenu de ce matin, probablement que vous êtes initiés, du moins je l'espère pour certains d'entre vous, mais on va établir les choses puis on va donner quelques définitions. On va regarder ensemble les trucs pour la recherche avec des sketch notes que Sophie va nous partager. Donc, une façon un peu plus visuelle de présenter les éléments, donc toujours très intéressant. Les outils qui sont disponibles, parce qu'il y a différentes catégories, alors on va essayer de vous présenter et vous expliquer les différentes catégories. D'autres petits trucs de bibliothécaires qu'on va essayer de vous partager le plus facilement et le plus digeste possible. On ne peut pas passer à côté des intelligences artificielles, donc on va regarder un peu ce que peut faire l'intelligence artificielle ou non dans la recherche de REL. Et finalement, on espère avoir du temps pour des discussions, des questions et autres. Sinon, bien, pour ceux qui voudront et que ça débordera un petit peu du 10h30 qui est prévu, bien, vous serez les bienvenus. Alors, on y va avec les petites définitions. Donc, les REL se placent évidemment dans l'éducation ouverte, qui est une approche éducative qui vise à éliminer les barrières sur l'apprentissage. À l'intérieur de l'éducation ouverte, on parle de pédagogie ouverte, donc ce sont des moyens, entre autres, si on pense à la participation à différentes activités pour les apprenants. Et finalement, bien, les REL qui sont en tant que tels le produit qui permet le partage de l'information. Les pratiques éducatives ouvertes, plus précisément, ce sont des pratiques d'enseignement et d'apprentissage dans lesquelles l'ouverture est présente dans tous les aspects, notamment la conception des objectifs d'apprentissage, la sélection des ressources pédagogiques ainsi que la planification des activités et de l'évaluation. Les pratiques éducatives ouvertes invitent les professeurs et les étudiants à la création collaborative des savoirs. C'est un élément qui est super important dans cette définition-là parce que c'est une création en partenaire des savoirs. Donc ça, c'est très intéressant. Puis ça donne aux étudiants aussi l'autonomie de participer
participer à des échanges et de faire partie des communautés apprenantes. On peut, entre autres, penser à contribuer à des blogs. Hein? Les étudiants vont créer des blogs, la co-création de syllabus, ça peut aller jusque-là. Et évidemment, nous, ce qu'on essaie de préconiser le plus, c'est de participer à la création de REL parce que là, il y a vraiment une consolidation des savoirs et une évaluation qui est faite par la personne enseignante à la fin. Donc, il y a toujours une qualité qui est produite de tout ça. Ensuite, petit truc pour la recherche, eh bien, je vais laisser la parole à ma collègue Sophie. Merci beaucoup, Nadia. Voilà, eh bien, lorsque vous allez démarrer une recherche de REL, on va vous donner quelques astuces. Et la première astuce, ce serait de préparer votre recherche. Pour gagner du temps ensuite, du temps précieux, ce sera vraiment important pour vous de vous faire une idée de ce que vous cherchez d'abord. De manière générale, donc sur la gauche, le type de support et la granularité du support que vous cherchez, ce serait la première question à vous poser avant le démarrage. La langue, le français, l'anglais ou une autre langue. La date de création et de mise à jour, c'est important d'avoir les deux. Pour un enseignant plus précisément, préparer sa recherche consisterait à se poser la question de savoir, tiens, pour quel public est-ce que je cherche un support de formation? Quel niveau d'enseignement? Bachelier, master, formation continue. Quel est le sujet? Bien sûr, la matière, la discipline, et puis quels sont les objectifs d'apprentissage de la ressource ou auxquels la ressource peut contribuer. Une fois de plus, le type d'activité ou l'objectif de l'activité sont importants. Prenez le temps de vous poser ces questions-là avant de lancer votre recherche. Vous pourrez ensuite gagner du temps. Ça, c'est la première astuce de recherche qu'on avait envie de vous partager. Merci, Nadia. Donc, les ressources éducatives libres, eh bien, en effet, ce sont les ressources qui font partie de ce triangle-là dont tu parlais dans le cadre de l'éducation ouverte. Vous avez ici une large diversité de formats, de supports. Parmi les astuces de recherche, l'idée était de se poser d'abord la question de savoir, tiens, je cherche quoi comme type de support? On a souvent des supports privilégiés, l'habitude d'utiliser des vidéos, des podcasts ou des balados. J'essaye de m'adapter au vocabulaire québécois, des livres ou des chapitres de livres. Jusque-là, on est dans quelque chose qu'on connaît assez bien tous, mais si on va creuser un peu plus loin dans la diversité d'OER ou de REL, on va aussi pouvoir trouver des jeux de rôle, des études de cas, des tutoriels, des jeux de données, etc. Donc, il y a une immense diversité de formats possibles auxquels on voudrait vous éveiller aujourd'hui. Merci. Pour les trouver, la question suivante est bien entendu celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est où trouver les REL. Je vais donc découper mes explications en 4 cadrans tels qu'illustrés ici. J'aurais déjà pu préciser que ces sketch notes sont proposés par ma collègue Justine Fromentin et forcément partagés sous licence Creative Commons sur la plateforme institutionnelle OER UC Louvain. Voilà, pour lesquels on peut fournir plus d'informations plus tard. Vous voyez ici, sur le cadran supérieur droit, des métaportails. Les métaportails sont des sites qui référencient des ressources que l'on retrouve sur des portails, mais qui n'hébergent pas ces ressources elles-mêmes. Plusieurs exemples ici sont cités comme OER Commons, Merlot, ELD, qui propose des contenus dans les sciences de l'ingénieur uniquement. Oasis est moins connu. Merlot est le premier métaportail qui a été créé. Il est particulier puisqu'il sert à la fois de portail et de métaportail. Un portail est un site qui héberge ses propres ressources. Ils peuvent être institutionnels, on va en parler. Ils peuvent être organisés par type de format. Par exemple, les Open Textbooks dans Pressbooks et OpenStax,
On a sur le site de l'Université d'Oxford des balados. Bref, toute une série de portails sur lesquels on va vous emmener après, grâce à mes collègues. Les big lists, eh bien, Mélanie vous en parlera. Les big lists sont des listes de portails et de métaportails qui vont faire le travail pour vous de rassembler les sites de REL qui vous intéressent. Le dernier cadran en haut à gauche est celui de nos portails institutionnels respectifs. Vous aurez plus d'explications sur la plupart de ces portails après. Donc, ce sont des portails sur lesquels les collègues de nos institutions publient des ressources qu'ils acceptent donc de partager avec l'ensemble des apprenants du monde entier. Voilà, la recherche avancée sera détaillée également par Mélanie dans les minutes qui suivent. Héloïse, je te cède la parole. J'ai parlé de REL, tu vas également nous parler de REN. Effectivement. Ton micro, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de REL, donc de ressources éducatives libres, mais on a aussi la question des ressources éducatives numériques. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les catalogues des bibliothèques, notamment par exemple dans le cadre du catalogue de la bibliothèque universitaire de Nantes, nous n'avons pas de REL à proprement parler. Ces dernières sont souvent hébergées sur d'autres plateformes. On va vous en présenter d'ailleurs plusieurs. Ici, sur cette diapo, moi j'aimerais vous attirer votre attention sur certaines plateformes, notamment la Forge des communs numériques éducatives utilisée par les enseignants en France, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des REL et également des REN. Vous pouvez y accéder sans authentification car la problématique que nous avons remarquée par rapport à ces plateformes qui hébergent des REL aujourd'hui, il en existe beaucoup, mais beaucoup parfois nécessitent d'avoir une identification préalable. C'est-à-dire si vous n'êtes pas enseignant-chercheur, si vous n'avez pas accès à certains de ces outils, vous pouvez peut-être difficilement intégrer ces plateformes. Mais l'intérêt d'aujourd'hui, c'est du coup de vous présenter certaines plateformes qui, pour le coup, vous pourrez y accéder sans difficulté d'authentification et trouver des REL. Je laisse du coup la parole à Mélanie ou Nadia. Non, c'est moi qui vais poursuivre. Merci, Héloïse. Bien, on va poursuivre avec nos fameux outils à utiliser. Puis, Héloïse, comme tu l'as dit, les outils vont être variés. Il va falloir accéder à différentes plateformes. Malheureusement, on n'a pas un seul outil qui recense tout, malgré les explications de Sophie. Il y a certains outils qui moissonnent, mais pour être efficace, il faut utiliser plusieurs outils, dont les portails. Alors, l'outil que je vais vous présenter par rapport au portail, c'est Pressbooks. Pressbooks, qui est un outil qui est beaucoup utilisé actuellement parce que nous avons une licence au niveau du PBUC et qui permet aux auteurs d'aller, disons, publier leur documentation. Avec ce genre d'outils-là, je ne vous cacherai pas qu'on ne peut pas commencer à faire des grosses recherches, des grosses requêtes bien complexes. Je vous suggère fortement avec Pressbooks, par exemple, de soit utiliser les filtres qui sont à côté, qui vont vous présenter soit différents sujets, au niveau de la langue aussi, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous cherchez. Quoique, parfois, c'est un peu limitatif de chercher avec des langues parce que le but d'une REL aussi, c'est d'être modifié. Alors, tout l'intérêt de choisir une autre langue pour venir la traduire. Je vais juste vous montrer ici un petit exemple au niveau de la biologie, par exemple. Donc, biologie, dans mon ensemble qui est en français, j'ai 8 documents, alors qui se présentent comme ça. On a généralement toujours un beau petit visuel et qui permettent d'avoir une description d'où provient la ressource, de qui elle a été faite et la licence qui
qui est attitré donc pour chacun des documents. Je vais juste revenir à Pressbooks en général parce que Pressbooks ne présente pas uniquement des REL, il va présenter également d'autres types de ressources qui vont être sous d'autres licences. Donc, ça peut être des livres, ça peut être des présentations, un peu comme Sophie nous a montré tout à l'heure. Donc, je vais juste revenir à Pressbook Directory. Exemple ici, on a un total de 8055 licences. Tout à l'heure, j'étais sur les collections en français. Mais par exemple, si vous voulez chercher uniquement ce qui est en CC BY, bien, vous pouvez venir cocher ici et l'outil vous filtre tout ce qui est disponible en CC BY. C'est bien agréable de chercher comme ça facilement par licence parce que pas tous les outils nous permettent de le faire. Donc, on peut continuer comme ça, ajouter des sujets. C'est, je crois, la façon la plus facile de travailler avec un outil comme ça, de ne pas être trop complexe avec nos requêtes, avec les et, les or. Allez-y simplement, puis après ça, jouez avec vos facettes, étant donné quand aussi, il n'y a pas des tonnes de documents. Si vous permettez, je vais revenir à ma présentation ici. Voilà, ici. Donc, le prochain outil qu'on vous présente, puis là, bien, il y a mes collègues aussi qui vont prendre la relève, c'est les portails et les dépôts institutionnels. Donc, quand Sophie vous a présenté ici, vous avez vu qu'il y avait Néo avec l'outil de Nantes Université, Zenodo, Savoir UDS, donc toutes des petites choses qu'on va rapidement vous présenter. Et moi, je vais vous parler de Zenodo. Zenodo, dans le fond, qui est un outil de dépôt qui vous permet d'obtenir un DOI aussi parce que certains outils ne permettent pas de fournir un DOI qui est un lien permanent. Zenodo, c'est pas convivial tant que ça pour la recherche, mais on peut créer des communautés, faire de la recherche simple, de la recherche par phrase, par champ et combinaison. Avec ce genre d'outils-là, moi, je vous conseille fortement de débuter avec des guides de recherche parce que ça vous donne les petits trucs pour être sûr de bien utiliser l'outil. Donc, Zenodo, on peut se servir simplement de la barre de recherche ici, mais sinon, il y a possibilité de chercher par les communautés. Par exemple, la Fabrique REL, pour ne pas la nommer, a créé différentes communautés et ça vous permet d'aller voir qu'est-ce qu'on a mis dans notre collection. Alors, ici, on a 28 documents qu'on est en train de compléter, vous comprendrez bien, on en a plus que ça à la Fabrique. Et vous pouvez aller consulter les documents qui vont être, comme on disait, variés, comme ici. Si je ne me trompe pas, c'est une vidéo ou un module. Donc, vous avez les fichiers qui sont attitrés à ce document-là, les URL externes aussi. Vous avez les éléments pour citer, les mots-clés associés. Donc, c'est vraiment comme une banque de données que vous pouvez interroger. Donc, si on y va, par exemple, j'ai un petit exemple, pédagogie c'est pas mauvais non plus de faire vos recherches en anglais et en français. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai recensé 6911 documents qui ne seront pas tous non plus en Creative Commons. Vous voyez ici qu'on a un élément qui est en mode restriction. Fait que différentes langues de disponibles. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se fait. Vous avez les dates, le titre, l'auteur avec une certaine description. Et tout comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous cliquez. Puis, vous avez les différentes informations avec une prévisualisation aussi de certains documents lorsque c'est disponible. Et j'attire votre attention sur le versionnage. Ce qui est intéressant dans Zenodo, c'est que les auteurs peuvent déposer différentes versions de leurs documents. Alors, ils sont joints l'un et l'autre et c'est toujours intéressant de voir l'évolution des REL. Évidemment, c'est dans l'idéal de prendre la dernière version pour ces documents-là. En tant qu'auteur ou encore en tant que producteur de matériel pédagogique, vous pouvez facilement aussi vous créer un compte et déposer gratuitement.
Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Voilà, je n'irai pas plus loin et je vais arrêter mon partage pour laisser la parole à mon collègue Miguel, qui va poursuivre dans la catégorie qui était, si je ne me trompe pas, les dépôts, les portails et dépôts institutionnels. On est toujours dans la même catégorie. Oui, eh bien, bonjour. Attendez que je vais juste aller mettre la présentation. OK, parfait. Bon, juste clairement, c'est pour vous mentionner qu'à l'Université de Sherbrooke, nous avons vraiment un dépôt qui s'appelle un dépôt institutionnel et dans lequel, dans lequel le nom s'appelle Savoir U2S. Ce type de dépôt-là, qu'est-ce que c'est? Autrement dit, que ça centralise, autrement dit, ça rassemble, préserve et diffuse aussi la production intellectuelle de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce que nous, qu'on entend par production intellectuelle? C'est qu'on parle vraiment beaucoup plus au niveau des articles, des thèses et mémoires, mais aussi, dans le fond, et ça à travers le temps, on a remarqué aussi qu'il faudrait aussi mettre une place au niveau des REL. Et c'est pour ça aussi qu'on a une section qui s'appelle les ressources éducatives libres. Vous avez ici l'adresse autrement dit, c'est pour accéder à Savoir E2S et juste quand même pour vous mentionner que c'est vraiment en libre accès, donc vous pouvez aller consulter ici tout ce qui est les types de production intellectuelle de l'Université de Sherbrooke. Et donc, c'est dans le fond que je vais aller à cette page-ci. Et vous avez ici vraiment, que je dirais, c'est l'interface web, c'est de Savoir U2S, et dans lequel vous avez vraiment, autrement dit, c'est que vous avez vraiment plusieurs disciplines. Et chose importante à savoir, c'est comme dans le fond ici, c'est qu'on a vraiment une section juste en bas ici et qui s'appelle les ressources éducatives libres. Et donc ici, je vais juste aller vous montrer ici, autrement dit, la section des ressources éducatives libres. Vous avez ici actuellement 48 réels dans lesquels vous pouvez accéder et dans lesquels vous pouvez les trier par, autrement dit, par la date de publication, l'auteur, le titre et aussi les sujets. Et juste comment pour vous mentionner, c'est que nous avons des réels depuis 2019 et dans lesquels vous pouvez y accéder. L'avantage que vous avez ici, c'est que, par exemple, ici que je vais prendre, c'est le document, c'est la structure de données de Jean Goulet qui, dans le fond, lui, a fait une REL, autrement dit, que lui a fait un manuel, et dans lequel ici, je vais aller cliquer. C'est que l'avantage que vous avez, c'est que vous avez ici vraiment, autrement dit, la REL, et vous avez aussi les fichiers sources dans lesquels vous pouvez consulter. Et ici, vous avez toujours ici la licence dans laquelle vous pouvez savoir quel type d'utilisation que vous pouvez faire en fonction de en fonction de cette REL-là. Et donc, ici, dans le fond, c'est vraiment, autrement dit, c'est vraiment le dépôt que nous avons actuellement. Et jusqu'à même pour vous mentionner, c'est que je dirais à partir du mois de juin, c'est qu'on va migrer vers un nouveau système, mais par contre, la façon de chercher va être la même. Petite note aussi, c'est à vous mentionner, c'est comme ici, et c'est comme Nadia aussi c'est le mentionné, c'est comme la recherche, ça va être vraiment des mots-clés très simples. Donc, ici, dans le fond, c'est vraiment un début que nous faisons ici à l'Université de Sherbrooke. Je dois aussi, si vous montrer, c'est une autre plateforme dans laquelle nous, c'est qu'on cherche aussi. Autrement dit, ici, là, ça s'appelle la plateforme Sophia, qui est dans le fond, c'est un outil de recherche commun, c'est-à-dire que toutes les universités du Québec ont déjà cette plateforme-là qui s'appelle Sophia. Chaque université peut chercher au niveau de ses bibliothèques, mais aussi, dans le fond, on peut faire aussi une recherche beaucoup plus au niveau des bibliothèques universitaires du Québec. Et par exemple, ici, dans le fond, que je vais faire ma recherche par, autrement dit, les ressources éducation libre et aussi que je l'ai écrit en anglais, dans lequel ici que je vais lancer ma recherche. Puis avec ça aussi, que vous allez voir ici,
Autrement dit, ici, c'est que je vais juste choisir les documents d'archives téléchargeables et dans lequel ici, on va voir ici, c'est qu'on va voir ici, c'est que nous avons aussi copié, autrement dit, autrement dit, les informations qui sont dans Savoir EDS et dans lequel on peut les retrouver aussi, c'est autrement dit, dans Sophia. Autrement dit, ici, ça nous permet, et ce, à la communauté universitaire, tant au niveau de Sherbrooke, Québec, mais aussi au niveau mondial, c'est de pouvoir chercher les règles que nous avons. Sophia nous permet, ici, dans le fond, on peut voir ici, c'est dans la facette à gauche, dans les bibliothèques, nous permet de chercher au niveau des bibliothèques, autrement dit de l'Université de Sherbrooke, mais aussi nous permet aussi de chercher au niveau des bibliothèques universitaires du Québec, dans lequel ici, on peut voir vraiment plusieurs règles dans lequel ici, par exemple, ici que je vais prendre, autrement dit, ce petit document de Gilbert Paquet, dans lequel ici, on peut aller cliquer et dans lequel ici, on va pouvoir avoir accès en ligne à la REL et dans lequel on peut voir ici vraiment, autrement dit, sa REL et dans lequel on peut voir ici clairement sa licence et ici un petit descriptif. Et justement, pour vous mentionner, c'est qu'au Québec, c'est qu'on commence à partager un peu plus les règles et c'est pour ça aussi, comme c'est sûr qu'au début, c'est qu'il va en avoir beaucoup moins, mais par contre, moi, je suis confiant qu'à travers le temps, c'est que ça va être, autrement dit, qu'il va y avoir beaucoup plus de règles et ce, dans Sophia. Donc, ici, dans le fond, que je vais laisser la parole à Héloïse. Merci, Miguel. Avant qu'Héloïse débute, je voulais juste appuyer sur le point que tu as mentionné. Actuellement, les règles qui sont produites au Québec sont disponibles sur différentes plateformes. Fait que oui, même si on a Sophia, c'est pas automatique que les pratiques de chacune des universités, c'est de déposer dans leur catalogue. Alors, oui, on va en trouver là, mais ça ne veut pas dire que dans votre université, ce qui est produit va être déposé automatiquement dans Sophia. Donc, ça s'en vient probablement, mais ce n'est pas automatique. Héloïse aussi tout à l'heure a parlé de Pavillon Rennes et puis on a quelqu'un de Pavillon Rennes qui est avec nous. On n'aborde pas Pavillon Rennes, mais je vais vous partager le lien parce qu'on peut trouver des ressources éducatives numériques, mais également des règles, dont celles de la Fabrique REL qui sont disponibles. Alors, juste peut-être une petite parenthèse pour mentionner qu'on connaît la ressource, mais que par choix, on ne la présente pas aujourd'hui. Merci, Héloïse. Merci, Nadia. Je vais repartager mon écran pour remettre le PowerPoint. Nadia, est-ce que tu pourrais me remettre le PowerPoint, s'il te plaît? Je vais présenter Néo. Je ne le retrouve pas. Alors, je vous remercie du coup pour la parole. Miguel parlait juste à l'instant du coup de dépôt institutionnel. Au niveau de Nantes Université, donc plutôt côté France, on a ouvert en décembre dernier une plateforme qui s'appelle Néo pour Nantes Éducation Ouverte, qui prend cette forme-là. Donc cette plateforme, aujourd'hui, elle héberge à peu près une centaine de ressources. On a des choix, comme vous pouvez le voir à l'écran, plutôt triés par discipline. Je vais vous inviter du coup à suivre mon écran. On va faire ensemble de la navigation sur Néo. Pour les collègues qui visualisent bien mon écran, Néo, ça prend cette forme-là. Donc vous avez une première page d'accueil avec notamment des ressources mises en avant, un choix de discipline qui se présente à vous. Si vous voulez chercher une ressource, vous avez une barre de recherche ici. Donc tout à l'heure, Nadia parlait de biologie, donc moi je vais parler de chimie. Si jamais vous faites une ressource, vous avez du coup une recherche qui va apparaître. Vous allez pouvoir trier directement une proposition par item. Donc, si jamais nous avons déjà un document qui correspondra à quelque chose qui peut vous intéresser. Par exemple, dans mon cas, le rappel de chimie, je suis curieuse, je clique dessus. Et ça va présenter à peu près une plateforme de cette forme-là. Donc, vous allez pouvoir retrouver la licence qui va apparaître. Vous allez pouvoir retrouver différents éléments, des descriptions, les découpages, les types de publics, les niveaux. Et dans cette ressource-là, du coup, vu qu'on est sur un rappel vidéo, on a l'accès à la vidéo qui va se présenter ici. Donc comme ça, si jamais je veux aller consulter ma ressource, je peux aller en dehors de Néo. Et si je clique à droite dans les infos,
je dois pouvoir normalement avoir les options de téléchargement. Donc c'est vrai que pour le coup, certaines ressources sont visibles sur la plateforme, c'est notamment le cas des ressources vidéo, mais vous pouvez avoir des cours entiers. Vous allez avoir forcément le type de ressources qui vous présentées sur les côtés. Au niveau de la plateforme Néo, donc voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué en début de présentation, elle a ouvert ses portes en décembre, donc elle est encore aussi un petit peu en chantier sur certaines choses. On travaille actuellement à rendre cette plateforme-là interopérable avec notre catalogue. L'idée qu'on aimerait, c'est qu'aujourd'hui, que cette plateforme-là n'existe pas toute seule, mais soit vraiment interconnectée avec les outils, puisqu'aujourd'hui, elle héberge principalement des ressources qui sont hébergées à Nantes Université. À terme, ce genre de choses va pouvoir évoluer. Donc ça, c'est pour le dépôt institutionnel. Après, à échelle nationale, je sais qu'il y a beaucoup de collègues bibliothécaires francophones qui sont ici dans la salle. Donc je pense en parlant du SUDOC, pour celles qui connaissent déjà, ça ne sera pas une nouveauté. Pour les autres, le SUDOC, ça va être, comme ça a été présenté un peu par Miguel, un catalogue vraiment pour les bibliothèques universitaires. Donc si jamais vous faites de la recherche dessus d'éducation ouverte, vous allez trouver énormément de choses, principalement plutôt de la documentation de recherche. Les REL ne vont pas être forcément hébergés directement sur le SUDOC, mais ça peut être un outil aussi entièrement ouvert où vous allez pouvoir trouver un peu plus d'outils. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions là-dessus, à les poser dans le chat. Donc là, on était vraiment sur du dépôt institutionnel. On est venu du coup à échelle nantaise, le SUDOC à échelle nationale. Un autre outil à échelle nationale, peut-être certains connaissent déjà l'université numérique, qui est une plateforme où il y a un regroupement de 6 universités numériques que vous pouvez retrouver en bas de page. Vous avez le nom de toutes les universités en question. On parle de l'UNES, de l'UNIT, de l'IUT en ligne. Cette plateforme-là, de l'université numérique, propose également un catalogue de ressources, fun ressources exactement. L'idée derrière cette plateforme, c'est de mettre à disposition des ressources qui ont été créées par les 6 universités numériques. Donc l'organisation est la suivante. Vous pouvez avoir une organisation thématique. Les collègues précisent bien encore une fois que les supports qui sont proposés ne vont pas vous donner une représentation fidèle, par exemple, de la maquette qui est en cours dans telle université. Mais l'objectif derrière, ça va vraiment de vous montrer ce qui existe en ligne. Si jamais je clique dessus, je constate du coup que je peux déjà avoir pas mal de ressources qui se présentent, par exemple les bases de l'immunologie. On constate aussi qu'on a bien une licence Creative Commons qui apparaissent, donc bien faire attention à les droits de diffusion derrière. Et cette plateforme-là, du coup, va vous renvoyer vers les différents sites des campus. Donc c'est un catalogue de catalogues où vous allez pouvoir accéder à pas mal de ressources. La plupart sont toutes ouvertes, donc je vous inviterai à aller naviguer dans ces plateformes-là. L'idée aussi de ce site-là, c'est vraiment de présenter des diplômes et des structures, comme je l'ai dit juste avant. L'idée, c'est vraiment, si jamais un collègue ou une collègue est intéressé par une thématique, il va pouvoir naviguer tranquillement sur cette plateforme. Vous n'avez pas besoin d'identification. On trouve énormément de choses. Il faut juste, encore une fois, par exemple, si je remets Sciences et Vie de la Terre, bien être attentive aux licences Creative Commons qui vont être sur les côtés, car vous n'allez pas forcément pouvoir tout utiliser de la même façon. Si vous avez, là par exemple, j'ai de la chance, les exemples que j'ai devant moi, c'est tous du NCSA, donc je peux bien les modifier. Mais si jamais il y avait un NCND, je n'aurais pas forcément la possibilité de modifier derrière. Donc, toujours être vigilant sur cette plateforme-là qui propose énormément de contenu pertinent, mais qui n'a peut-être pas peut-être tout n'est pas modifiable. Donc toujours être attentif à comment on peut le réutiliser derrière. Est-ce que vous pouvez juste réutiliser des idées, les intégrer dans vos cours? Est-ce que c'est un support entièrement prêt que vous pouvez enrichir avec votre expérience? L'idée de cet outil-là, vraiment, c'est de voir un petit peu ce que proposent les collègues. Je reviens sur la présentation et je vais laisser la parole à Mélanie pour la suite. Merci, Héloïse. Yves avait une question dans le clavardage. Bien sûr. Donc, Yves, tu as vu dans ce qu'Élise a partagé.
Oui, parfait. Alors, Il y avait d'autres questions dans le question-réponse aussi en haut. Oui, Alors. ben, on va prendre le temps plus un petit peu à la fin d'y À la fin? répondre. OK. Oui, merci. OK. On se garde les questions pour la fin dans ce cas. D'accord. OK. Donnez-moi juste une minute pour que je puisse bien partager mon écran. Et, OK, j'arrive. Ça y est. Donc, alors, autres trucs de bibliothécaire pour des besoins un peu plus spécifiques. Donc, moi, je me suis demandé comment faire pour pour bénéficier, je dirais, du travail d'autres collègues bibliothécaires qui ont constitué déjà des listes soit de réels, soit de dépôts, ou soit de réels disciplinaires. Donc, vous savez probablement que les personnes bibliothécaires peuvent aider à chercher et repérer des réels. Dans nos tâches courantes, on a l'habitude de créer des guides thématiques ou des bibliographies. Puis, on est aussi compétent pour développer des stratégies de recherche efficaces pour trouver des réels de qualité. Donc, je vais vous donner quelques exemples, partager quelques trucs. Et puis, je vais commencer en vous disant que j'aborde de plus en plus la recherche de réels comme on fait de la recherche de littérature grise, plus que de la recherche d'articles scientifiques. Donc, en ce sens, je vous partage quelques trucs. Puis, je veux aussi vous aviser, je sais c'est le mois de l'éducation ouverte en francophonie. Vous allez voir que pour mes exemples, j'ai utilisé des sujets en anglais parce que je vais principalement parler de recherche en base de données spécialisées et dans Google. Et puis, malheureusement, c'est des stratégies de recherche qui fonctionnent mieux si on va chercher du côté anglophone. Donc, je voulais vous aviser de la stratégie que j'ai choisi d'utiliser. Donc, je vous ai dit que les bibliothécaires ont développé des guides au Québec, en Amérique du Nord, plusieurs bibliothèques ont des abonnements à la plateforme LibGuides. Donc, on développe des guides sur cette plateforme-là. Ce ne sont pas toutes les bibliothèques qui sont abonnées, mais plusieurs le sont. Donc, une bonne stratégie pour aller chercher des listes préparées par des collègues bibliothécaires disciplinaires, c'est d'aller chercher directement dans les guides de nos collègues. Et la clé que j'ai utilisée, puis là, je vais basculer vers Google pour vous montrer comment j'ai fait. Ici, donc, je viens ici dans Google, recherche simple, et simplement dans la barre de recherche, donc j'ai écrit, moi je suis bibliothécaire disciplinaire en tourisme, alors OER, Tourism, et là j'ai utilisé la clé All in URL LibGuides. Donc comme ça, je vais moissonner, je vais chercher des LibGuides qui ont été créés par d'autres collègues qui ont déjà rassemblé des ressources, que ce soit des réels ou des dépôts. Donc, c'est une technique, je dirais, alternative. On peut aller directement dans les dépôts. Ici, on peut bénéficier du travail de nos collègues qui ont déjà fait une recherche disciplinaire, du moins. Pourquoi pas? Ça peut nous aider. Donc, évidemment, on doit vérifier, on doit s'assurer que la liste est à jour, aller vérifier que les ressources proposées correspondent bien à nos besoins. Mais je trouve que je commencerai par ça, moi, avant d'aller dans tous les dépôts pour faire une recherche disciplinaire. C'est le premier truc que je vous suggère d'utiliser dans Google, donc de cibler vraiment un URL. L'autre truc, plusieurs le connaissent déjà, je suis certaine. Ça fonctionne mieux si on cherche des éléments à intégrer à nos réels, donc des images ou des textes. L'idée, c'est de venir écrire les mots qui nous intéressent et ici, attendez, dans mes outils, je cherche à avancer, non. Et de venir cibler un droit d'usage. Donc, je peux venir choisir ici libre de droit d'usage, de distribution ou de modification. Bon, on me propose des règles qui sont dans BC Campus, OER Commons. Je dirais que c'est pas la méthode. C'est une technique qu'on peut utiliser parmi d'autres. C'est pas la méthode la plus performante
pour faire de la recherche, mais on peut avoir de la chance et trouver une REL qui correspond à nos besoins en termes de sujet et de licence. Bon, ici, on a encore le ND, là, Yves, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, il y a plusieurs, dans le formulaire de recherche avancée là, de Google, on a quand même quelques options pour préciser notre recherche. Fait que je vous invite à explorer ce que vous pouvez faire, de quelle façon vous pouvez rendre Google ou un autre moteur de recherche plus performant pour accélérer la recherche de ressources pertinentes pour vous ou pour les professeurs qui vous ont demandé de faire une recherche pour eux. Alors, je reviens à ma présentation. Une autre astuce de recherche, ou plutôt une autre, pour un besoin plus spécifique, là, il y a quand même d'autres compétences de bibliothécaire qu'on peut mobiliser. Donc, je vous recommanderais, là, si vous avez un besoin spécifique de recherche, bien, de solliciter votre bibliothécaire pour faire des recherches dans des bases de données sous abonnement. Moi, je vais vous faire une démonstration de ce que j'ai fait dans Scopus. Je sais que toutes les universités ne sont pas nécessairement abonnées à cette base de données-là, mais il y a d'autres bases de données sous abonnement auxquelles vous avez accès dans vos universités. Donc, l'idée de faire une recherche dans une base de données sous abonnement, c'est peut-être de trouver un article ou un acte de conférence. Quelqu'un aurait parlé soit d'une ressource qu'il a créée ou d'une liste de ressources qui existent. Une autre bonne stratégie aussi, c'est peut-être d'éplucher les programmations des conférences reliées à l'éducation ouverte pour identifier des créateurs ou créatrices de REL, découvrir de nouvelles initiatives. Donc, cet automne, moi, Nadia aussi, on a eu la chance d'assister à distance à OpenEd. Et puis moi, j'ai identifié là, des personnes créatrices de REL qui sont venues présenter leurs projets. Donc, après, on peut les suivre, donc faire une veille, suivre leurs travaux, aller voir ce qu'ils font, consulter leurs publications. Alors, assez rapidement, on peut se créer un réseau là, de personnes qui s'y connaissent bien en REL et qui partagent leurs ressources. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce que j'ai testé dans Scopus. Puis encore une fois, ce n'est pas une méthode qui va être performante, qui va vous donner plein de résultats, mais si vous avez la chance de trouver quelque chose de pertinent, bien, ça aura valu la peine de le tester. Donc, tout simplement, moi, dans Scopus, j'ai cherché OER et puis Resource Collection. Tombé sur cet article-là, que je vais vous partager directement. Donc, Open Resources for Biology Education. C'est une collection. Donc, cet article-là nous parle d'une collection qui a été créée dans Figshare. Je ne connaissais pas Figshare, je ne sais pas si certains parmi vous le connaissent. Ça semble être un équivalent je vais dire équivalent. Ça ressemble à Zenodo. Je pense que je l'ai ouvert ici. Comme vous voyez, j'ai ici une liste de ressources en biologie recommandées par des professeurs. Si j'étais bibliothécaire en biologie, je serais bien contente d'avoir trouvé cette liste-là de ressources qui ont déjà été analysées par une équipe par des spécialistes ou je pense que c'est des professeurs qui recommandaient ces ressources éducatives là. Donc, je le répète, ce n'est pas la méthode traditionnelle, c'est vraiment une méthode alternative qui nous permet peut-être d'aller chercher des perles qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Dernière chose dont je voulais vous parler, l'intelligence artificielle. Et là, il y a des groupes de recherche là, qui s'intéressent. Ce n'est pas une présentation sur l'intelligence artificielle, donc je ne vous dévoilerai pas de grands secrets ici, je ne vous donnerai pas de trucs fantastiques. Ce que j'ai testé, moi et puis mes collègues aussi, ce qu'on a testé jusqu'à présent dans les outils d'IA générative pour essayer de reproduire un peu ce qu'on fait dans Google ou dans les bases de données, ben, c'est pas extrêmement plus performant. C'est pas plus performant que ce qu'on peut faire dans Google. C'est l'outil de l'IA comme ChatGPT, là, jusqu'à présent, va nous proposer d'autres outils pour faire nos recherches. C'est pas très exhaustif. Ça nous fournit quelques titres à la fois, mais il faut vraiment aller vérifier. Là, les licences, c'est pas toujours tout à fait exact ce qu'on nous propose.
Et puis, souvent, à la fin, on renvoie au bibliothécaire pour de l'assistance. Donc, on peut penser que les outils d'intelligence vont s'améliorer. Il y a toutes sortes de projets qui sont en cours, là, mais moi, je n'ai pas fait de test encore. Je n'ai pas une recommandation précise à vous faire pour améliorer vos recherches avec l'intelligence artificielle. Pardon. Je ne suis pas une bibliothécaire qui est spécialiste en intelligence artificielle. Si mes collègues ont des meilleurs trucs que moi à vous partager, je cède le micro. Mais je dirais que comme chercher dans Google, c'est bon, faites-le, testez-le. Utilisez les astuces de recherche là, pour générer une requête la plus précise possible dans ChatGPT, par exemple, pour avoir de meilleurs résultats. Mais ouais. Donc, c'est en développement. Je pense que si on s'en parle l'année prochaine, on va déjà avoir des résultats beaucoup plus performants. Donc, pour conclure, je partage, mais je cède la parole à Sophie. Ton micro, Sophie. Bon. Le micro, voilà. Donc, pour conclure, on peut dire qu'on a voulu vous partager plusieurs moyens de trouver des REL sur des plateformes dédiées, non dédiées, grâce à nos astuces de recherche. On n'a pas été exhaustif, on en a déjà parlé. Vous voyez ici un schéma, un autre sketch note de ma collègue donc Justine Fromentin. Le schéma illustre que nous tous, en tant que créateurs de contenu, bibliothécaires, conseillers pédagogiques, on a accès finalement à une infinité de ressources à partager, à télécharger, à réutiliser librement et à adapter, si on le veut, à notre propre contexte. On peut choisir d'intégrer des images libres de droit dans une formation, de s'inspirer des collègues pour compléter un cours, d'ajouter de l'interactivité, de réutiliser un quiz, de réutiliser un balado, de compléter nos ressources et d'adapter les ressources existantes aux contextes locaux, à nos contextes locaux. Est-ce que tu peux passer à la dia suivante? Merci. Si vous décidez de redistribuer les éléments que vous avez téléchargés, voire de publier les adaptations d'une REL, eh bien finalement, sur la dernière dia, vous voyez que ça peut se faire sur la suivante, Nadia, merci, que ça peut se faire finalement à l'infini, puisque l'adaptation de la REL que vous publiez à votre tour servira de source d'inspiration pour les suivants, et ce à l'infini. J'ai envie de dire, bienvenue dans le mouvement des REL, bienvenue à tous. Voilà ici la conclusion qu'on avait envie de tirer de ce webinaire, ce qui ouvre 11 minutes, en tout cas au moins, pour la discussion. Il y a quelques questions en attente donc dans le chat et dans le Q&A. Merci beaucoup. Peut-être on peut commencer par la question. Oui, oui, exactement. Allez-y. Merci. Allez-y, Monsieur Moon. Oui, moi je voulais prendre la dernière question de Karine peut-être, ou soulevée par Yves. Quelles licences finalement sont considérées comme libres et non libres? Je pense que le débat est très très intéressant. Je vais peut-être juste vous partager l'expérience. Ma question était par rapport à votre présentation. Est-ce que quelqu'un mentionnait à un moment donné l'université numérique? On nous amène sur un portail des ressources éducatives libres pour tous et on rentre dans les domaines et là, on s'aperçoit que toutes les par domaine, biologie, biochimie, c'est sous licence No Derivative, ND, sans modification possible. Alors, il y a comme une confusion pour le public qui n'est pas bibliothécaire. Souvent, on nous présente des portails qui sont des REL, mais qui ne sont pas des REL du point de vue de l'enseignement. On pourrait peut-être considérer des REL, peut-être du côté de la recherche, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas modifier les résultats de la recherche ou quoi que ce soit, on doit laisser la recherche intègre. Alors, il y a toujours une confusion pour les non-initiés entre les REL, les REN, et si une REN a une licence Creative Commons avec ND, donc ce n'est pas une REL, mais elle se retrouve aussi dans le catalogue des ressources éducatives libres.
Alors, je comprends que la Fabrique REL, on a toujours considéré que tout ce qui était ND n'était pas considéré par la Fabrique REL comme étant libre. Maintenant, c'est pour les personnes en éducation, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et là, il y a une incohérence souvent dans le titre du portail. Alors, il n'y a pas on dirait qu'il n'y a pas de référence commune ou de langage commun parfois, pour la plupart, 90% oui, mais pour d'autres, on est mené à dire oui, elle est libre alors qu'elle n'est pas libre. Alors, c'était juste ma remarque par rapport à cet exemple-là de l'université numérique. Bien, merci pour la précision de votre... Oh, je pense qu'on m'entend plus, hein? Si. Oui, OK. Merci pour la précision de votre question. Puis effectivement, c'est une problématique qu'on voit, mais ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez faire de la ressource. Parce que ce soit une REN, ressource éducative numérique non transformable, elle peut très bien être utilisée en classe si elle est telle qu'elle. Si votre but à vous, c'est de l'adapter, de la localiser, de la traduire, là, il faut faire attention à la licence. Donc, puis c'est un peu ça qu'on trouve dommage, puis qu'on a de la difficulté, parce qu'au travers des REN et des REL, il y a le libre accès également, qui va avoir un peu plus de restrictions, qui sont un peu plus considérées comme des REN. Fait que, tu sais, la nuance, elle est très difficile à comprendre. Évidemment, c'est pour ça qu'on a des ressources dans les bibliothèques, mais vous n'êtes pas le seul à avoir cette problématique-là. Et on pourrait pas dire, par exemple, maintenant, bon, ben, on fait une ressource où il y a juste des REL. On va toujours avoir autant des ressources en Creative Commons que dans d'autres licences. Puis, même que par rapport à Pavillon REN, là, on pourrait aussi en discuter. C'est aussi des REN et des REL qui sont distribués. Et nous, c'est des choses qui nous concernent aussi à la Fabrique, parce que les ressources de la Fabrique sont sur Pavillon REN, qui ne sont pas juste des REL. Fait que c'est un univers qui est assez complexe, on ne se le cachera pas. Puis vous avez vu aussi que c'est pas évident de les rechercher en tant que tels. Donc, mais on n'a pas de réponse claire pour vous, malheureusement, mais ça dépend toujours de qu'est-ce que vous voulez faire de la ressource. Donc là, il faut choisir judicieusement la licence en conséquence. Et merci aussi à Karine Salle qui a partagé le beau petit tableau, dans le fond, qui vous présente quelles licences sont considérées pour les REL et quelles ne le sont pas. Il faut penser que tout ça, dans le fond, c'est des choses que vous pouvez accéder gratuitement à vous servir. La nuance est-ce que vous pouvez modifier ou non et comment vous pouvez repartager. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, M. Moon. Non, mais merci. C'était juste ma petite observation lors de la présentation, juste pour clarifier les choses, parce que ma compréhension était la bonne, mais c'est juste que là, je voyais le portail et je me disais, est-ce qu'une ND est une ressource libre? Parfait, merci beaucoup. Merci. Je sais aussi qu'il y a mon collègue dans question-réponse qui a posé la question pourquoi on ne fait pas juste identifier, par exemple, REL dans SOFIA. C'est une question de programmation de l'outil aussi. C'est des questions de catégorie. Fait que, c'est plus compliqué que ça a l'air de dire on fait juste identifier une REL. Probablement, quand il va y en avoir plus, là, il va y avoir des démarches pour modifier les outils. À moins que Miguel ait un son de cloche différent, mais pour l'instant, là, ce n'est pas de facto donc à ce niveau-là. C'est bon. Oui, hein, c'est ça. Hein, ouais, je ne me trompe pas. C'est bon. Excellent. Est-ce que, là, j'essaie de voir de clavardage, mais c'est confusant, effectivement. On a inclure les demandé ressources Nadia. Je ne sais pas si on a répondu. Est-ce que Néo est moissonné par le catalogue des BU de Nantes? Actuellement, ce n'est pas le cas, mais c'est en chantier, effectivement. L'idée, c'est qu'on aimerait le rendre interconnectable avec le catalogue. Donc, c'est en cours. Merci, Héloïse. Est-ce que je manque d'autres choses, Mélanie? Je vois en France, pourquoi ne pas utiliser HAL comme dépôt, entre autres, pour les REL et les REL? C'est une réponse pour nous, Héloïse. Alors, après, je parle de ce que je connais. Donc, j'avoue que HAL, actuellement, est surtout utilisé pour la science ouverte, pas forcément pour l'éducation ouverte. Donc, c'est vrai que sur HAL, on y trouve énormément de ressources, des articles, de la recherche. Aujourd'hui, en tout cas à Nantes Université, il a été fait le choix de proposer une plateforme, on va dire, vraiment locale,
Peut-être qu'un jour, HAL hébergera des REL ou des REN. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment de la publication scientifique, plutôt de recherche, avec des articles, mais pas forcément des ressources pédagogiques. Donc peut-être qu'un jour, ça évoluera. Mais c'est vrai que nous, localement, du coup, comme il n'y a pas ce dépôt à échelle nationale, on a une plateforme locale. Merci Héloïse. Puis ça fait faire un pont aussi parce que Miguel nous a présenté Savoir UDS avec la collection de REL. Actuellement, c'est la seule université qui mélange la science et l'éducation ouverte pour les ressources. L'Université Laval fait des démarches pour avoir une collection dans son dépôt institutionnel, mais on dirait qu'il y a encore une certaine pas une bataille, mais disons qu'on tire notre coin de la couverte entre la science ouverte avec les articles scientifiques, la recherche et l'éducation ouverte avec les REL. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas encore capable de vous dire, bon, pour les universités, c'est pas grave, allez dans le dépôt, allez chercher dans les dépôts. Ce n'est malheureusement pas de facto. Il y a des démarches qu'il faut qu'ils soient faites. On sait que pour le libre accès et les dépôts institutionnels, il y a eu des grosses batailles. Ça doit encore se faire connaître. Alors, ils ne nous laissent pas tant que ça, autant de place qu'on voudrait, mais nous, de notre côté aussi, on bataille pour ça. Oui, Christian? C'est un commentaire. Puis d'abord, je vous remercie pour cette superbe présentation ce matin. Dans l'optique de la mission de la Fabrique REL, en fait, je vois deux choses là, ce matin qui me frappent vraiment, qui me frappent. D'abord, le nombre dans Pressbooks, là, le nombre de REL francophones est toujours globalement, je pense, faible. Donc, je pense qu'il y a un grand besoin. Il y a toujours un grand besoin pour plus de REL, que ce soit Pressbooks ou pas, donc de REL francophones. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ce que je réalise vraiment, c'est de continuer et de renforcer vraiment à éduquer et à guider à la recherche. Et ce matin, vous nous l'avez bien montré, on voit toute votre expertise, on voit aussi certains éléments qui peuvent paraître complexes, mais je pense qu'en guidant bien les utilisateurs, utilisatrices, ou en tout cas nos publics cibles, là, disons le corps enseignant nommément, je crois qu'on va vraiment pouvoir démystifier beaucoup de choses. Donc, c'est super de créer des ressources, mais il faut vraiment être capable de bien les découvrir, en fait, parce que si on ne veut pas nécessairement réinventer la roue, comme on le dit souvent, si on peut identifier des ressources déjà existantes et les adapter, on fait déjà un grand pas. Donc, moi, j'ai pris plein de notes ce matin et on va se reparler collectivement pour poursuivre, en fait. Là. Et j'ai eu une belle discussion avec Karine qui est ici présente à ce sujet. Donc, on croit que c'est un grand morceau là, à mettre de l'avant, donc d'accompagner, en fait, les utilisateurs, utilisatrices à mieux découvrir, être capable, à être apte à mieux découvrir les ressources, avec votre aide, bien sûr, votre expertise comme bibliothécaire. Donc, voilà, je suis très content. Je vous remercie pour cette présentation ce matin. Merci, Christian. Ça fait une belle conclusion, mais est-ce que il reste 2 petites minutes? Est-ce que d'autres personnes voudraient prendre la parole? Ou le chat, si vous êtes gêné. Alors, s'il reste 1 minute, je vais peut-être vous partager l'expérience de l'UC Louvain. Quand on propose, quand on accompagne nos enseignants donc à la création de REL et qu'ils nous demandent quelle licence choisir, on présente votre infographie avec les 6 licences. Et donc, on n'interdit pas d'emblée les 2 licences non libres, mais on explique l'intérêt de choisir une licence la plus libre possible. Et dans les faits, ils n'optent presque jamais pour le ND. Mais on n'exclut pas non plus, parce qu'on observe que c'est rassurant pour les enseignants de pouvoir choisir librement la licence qu'ils veulent. Donc, on les présente toutes les 6 et puis on oriente le choix vers le plus de liberté possible. Mais il y a un côté rassurant pour nos enseignants. Merci, Sophie. Je crois qu'on a une question d'Aurélie. Allez-y. Est-ce que votre micro
Oh, il semble y avoir un petit problème avec votre micro. Hmm. On n'arrive pas à le faire fonctionner. Non, hein? Peut-être mettre votre question dans le Dans le clavardage. chat. Je pense qu'il y a un petit souci. Oui. Je voulais savoir si les enseignants construisent leurs ressources pour la diffuser. Alors, pour répondre à votre question, Aurélie, les contextes chez nous, donc en Belgique, à l'UC Louvain et chez vous, à la Fabrique REL, sont très différents. À l'UC Louvain, on n'a pas une équipe qui nous permet d'accompagner nos enseignants depuis la création jusqu'à la diffusion d'une REL d'une taille conséquente. Donc, nous sommes plutôt dans une posture d'accompagnement à la diffusion de REL. Mais je laisse mes collègues voilà, présenter le processus, ou en tout cas la façon de faire de l'autre côté de l'océan. Nadia, comme tu le disais, elle est très différente. Ben, je crois que ça dépend. Parfois, le choix idéalement, le choix de diffusion, s'il est fait au préalable, donc avant que la ressource soit construite ou adaptée, ben, c'est l'idéal. Mais il n'est pas exclu de choisir de la diffuser avec une licence libre après. À ce moment-là, ben, il y a peut-être des trucs qui doivent être retirés s'ils ne respectent pas la licence choisie ou les conditions dans lesquelles elles sont diffusées. Donc, les deux sont possibles et on s'adapte. Donc, il y a des solutions. Donc, l'idéal, c'est de choisir sa licence au préalable, mais si elle doit être ajoutée par la suite, ben, on trouve des solutions pour que ça fonctionne. J'espère que ça répond à la question que vous avez. Donc, la présentation, elle a été enregistrée. Donc, oui, on devrait la partager. Donc, l'enregistrement ainsi que le support visuel. Nadia devait quitter, donc je crois qu'elle est partie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à l'événement et puis vous remercier. Ah, Christian, le mot de la fin? Oui, ben en fait, c'est une précision. Je le dis aux gens qui sont présents et présentes. On a commencé à le faire dans la programmation du mois de l'éducation ouverte. Donc, on replace les liens vers les ressources, donc présentation et enregistrement s'il y a lieu. Donc, vous pourrez retourner dans la présentation, dans la programmation du mois de l'éducation ouverte. Puis, on va aller indiquer, on va aller placer les liens aussi à ces endroits-là. Vous pourrez aller récupérer l'information. Ça, c'est dans le pire des cas. Peut-être les animateurs, animatrices vous écriront aussi. Si vous avez été inscrit, peut-être qu'ils vous enverront un courriel, mais je ne veux pas m'engager pour eux et pour elles. Mais il sera disponible dans la présentation. Donc, je vous remercie.